Bon midi ou bon matin ou bonsoir, dépendamment si vous m'écoutez, en direct ou en différé. Donc, si vous êtes en direct, n'hésitez pas à me saluer, ça me fait toujours plaisir de savoir qui est là. Si vous êtes en différé, n'hésitez pas à partager, à me saluer également, ça va me faire plaisir, ça me permet de voir qui est là, qui écoute. Donc, c'est toujours plaisant pour moi de savoir, qui est présent, à qui, je m'adresse en fait. Donc, j'espère que vous passez une magnifique journée avec ce temps exceptionnel d'été qu'on vit présentement. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas encore, mon nom est Lise Laflamme. Je me suis attitré le titre de designer de vie intérieure. Donc, ce qui me passionne dans la vie, c'est de contribuer à embellir votre vie en misant sur votre bien-être personnel et votre bien-être amoureux également. Donc, ça fait maintenant 18 ans, un peu plus que 18 ans maintenant, que j'accompagne des hommes, des femmes, des couples qui sont déterminés à se mettre en priorité et à poser les actions justes pour eux, pour que, autant que leur vie de tous les jours, que leur vie amoureuse soit à nouveau pleine de sens pour eux. Donc, je fais ça encore avec bonheur et si vous voulez plus de détails, bien, vous pouvez visiter le site web leliselaflamme.ca. Vous pourrez prendre rendez-vous aussi directement en ligne si vous sentez l'appel, si vous sentez que c'est bien aligné pour vous. Ça va vraiment me faire plaisir d'avoir le privilège de vous accompagner vers l'atteinte de ce qui est vraiment précieux à vos yeux et de vous fournir toutes les informations, tout le soutien, tous les outils qui peuvent vous être utiles à ce grand but, en fait, qui est précieux pour vous. Alors, c'est maintenant l'épisode, c'est déjà l'épisode 9 des péripéties du mardi. Donc, la semaine prochaine, déjà, le 10e épisode. Alors, sans plus être tardé, comme vous pouvez voir, pour ceux qui ont déjà écouté, en fait, j'ai rajouté plein de péripéties la semaine passée. Donc, voilà, il y en a des nouvelles. Voyons voir qu'est-ce que ça va être aujourd'hui. Donc, pour récapituler un petit peu en quoi ça consiste, je pige quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie. Ça peut faire très longtemps comme ça peut être très récent. Et quelque chose qui a été significatif pour moi, en fait, dans cette expérience-là. Et je vous partage quelle prise de conscience j'ai fait, ou qu'est-ce que j'ai retenu, ou quel apprentissage j'ai tiré de cette expérience-là. En souhaitant que ça puisse vous inspirer, en souhaitant que ça puisse, que vous puissiez vous reconnaître, en fait, dans ce genre d'expérience-là et que vous puissiez voir aussi les différents angles qu'on peut voir une situation et qu'est-ce qu'on peut en tirer, en fait, pour la suite des choses. Alors, voyons voir. Aujourd'hui, on va retourner dans mon enfance. Donc, c'est en lien avec mon papa. OK. J'étais vraiment jeune. Assurément au début du primaire. J'étais quand même assez jeune. Et mon papa, il aimait beaucoup rire. Et c'est quelqu'un qui, c'est ça, qui aime vraiment rire. Puis il y avait des périodes plus où je le sentais plus triste, moins rieur et tout ça. Puis étant petite, j'étais très sensible à ça, les variations de son humeur et c'est ça. Je captais ça beaucoup. Disons-le simplement de cette façon-là. Et quand il arrivait du travail, il venait dîner toujours à la maison. Et moi aussi. À l'école primaire, je rentrais toujours à la maison dîner. Donc, on dînait en famille. Et mon père, aussitôt qu'il arrivait, bon, on mangeait et il prenait le temps souvent d'aller faire une petite sieste au sous-sol. Donc, il y avait une grosse chaise, là, confortable, des années. En tout cas, je l'ai, là, en feutre orangé, là, les années 70, là.
gros fauteuil confortable. Fait qu'il descend après avoir dîné, il descendait au sous-sol, puis, il allait s'installer, sur ce gros fauteuil-là qui pouvait lever ses pieds là, pour être encore plus confortable pour sa mini sieste avant de retourner au travail, dans l'après-midi. Et j'ai eu la comme je disais, je le sentais plutôt tristounet, cette semaine-là. Puis j'ai décidé de faire un mauvais coup. J'ai décidé en souhaitant le faire rire, c'était ça mon intention. Je pensais que ça allait être drôle. Alors, mon père écoutait souvent des émissions où, justement ça jouait des mauvais tours, puis il trouvait ça bien, bien drôle. Alors, comme je vous dis, j'étais très petite. Je suis allée dans la salle de bain. J'ai rempli un grand, grand verre d'eau et sans réfléchir plus aux conséquences, vraiment, dans toute ma spontanéité d'enfant et dans toute ma naïveté d'enfant, je me suis dit que ça serait vraiment une excellente idée de me rapprocher de mon père sur la pointe des pieds et de lui sacrer le verre d'eau dans le visage pour qu'il rie à nouveau. Comme quand il écoutait ses émissions sur les mauvais coups, puis que ça le faisait bien rire. Alors, moi, je trouvais vraiment que c'était une excellente idée. Hein? Comme je dis, j'étais début de primaire, là, peut-être même avant ça. En tout cas, j'étais dans ma tête, dans mon souvenir, j'étais quand même soit en première année ou quelque chose comme ça. Et donc, j'arrive sur la pointe des pieds avec un grand sourire en me disant, puis là, je l'entends ronfler, là, fait que je sais qu'il dort vraiment, là, avec ses lunettes puis tout ça, là, puis là, il est vraiment bien installé sur son fauteuil. Et je prends mon verre d'eau et d'un seul coup, je lui lance ça dans le visage et je vous laisse deviner la réaction, c'est-à-dire la réaction de sursaut total, les pieds qui lèvent du fauteuil. Je me rappelle plus s'il a dit quelque chose, mais assurément, il y a un son qui a sorti de lui, assurément, qui ne devait pas être un mot joyeux, hein, disons-le. Et là, moi, me mettre à rire parce que j'ai trouvé ça, j'ai bien réussi mon coup. Je suis fière de moi à travers ça. Jusqu'à temps que mon père me regarde avec son fameux regard de papa pas content. Puis il me regarde en disant, mais qu'est-ce que tu as fait là? Et que là, je me rends compte que finalement, je trouvais pas ça drôle pantoute, mon coup. Hein, c'était pas pantoute. Mon objectif a été zéro atteint, ma cible, zéro atteinte. Vraiment pas. Donc, il m'a vraiment demandé, mais qu'est-ce que tu as fait là? Puis là, ben là, j'ai comme expliqué que je voulais le faire rire parce que je trouvais qu'il riait pas beaucoup ces temps-ci. Puis quand il écoutait ces émissions-là, il voyait des coups, ben que ça le faisait rire. Fait que c'était comme mon idée. Et je me rappelle mon père après d'avoir fait comme un sourire parce qu'il avait comme compris mon intention. Qui m'avait un peu chicanée, mais pas tant que ça finalement, mais qui m'avait vraiment bien fait comprendre qu'il ne fallait pas que je recommence. Et pourquoi que j'ai choisi cette... En fait, moi, je demande à mon père s'il se souvient de ça. Peut-être qu'il s'en souvient même plus, mais moi, je m'en souviens. Je m'en souviens de par l'excitation que j'avais, la naïveté, la candeur qui m'habitait. Puis je me trouvais tellement, je trouvais tellement que c'est une bonne idée. Pour finalement, la réalité là, a été tout autre par rapport à ça. Mais ouais, faudrait que je lui demande s'il s'en souvient. Lui qui a une très bonne mémoire malgré son âge avancé. Mais moi, je m'en souviens très bien. Et pourquoi ça m'a... quel lien je faisais avec la réalité d'adulte? Je rencontre beaucoup de couples pour qui le sens de l'humour n'est pas compatible nécessairement. Et c'est un sujet que les couples d'emblée vont pas me... Ce ne sera pas la raison pour laquelle ils vont venir en coaching avec moi ou suivre un accompagnement, mais c'est quelque chose que je vérifie à l'occasion auprès des couples. Parce que quand on n'a pas le même type d'humour, ça peut être vraiment ardu de s'ajuster. Quand on se pense drôle, quand on utilise le sarcasme, bref, il y a différents types d'humour.
Puis il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Hein? Ce qui nous fait rire, c'est bien personnel à chacun, puis c'est bien correct. Mais l'important, c'est d'aller vérifier l'impact de notre humour sur l'autre. Parce que des fois, les partenaires vont me dire « Ouais, c'est vrai que, tu sais, elle n'a pas l'air à trouver ça drôle. » Elle ou il lève les yeux au ciel ou lève les épaules ou soupire plutôt que rire et tout ça. Mais la personne qui fait cet humour-là, lui ou elle continue à se trouver drôle. Mais au-delà du soupir et des yeux qui roulent et des épaules peut-être qui se lèvent ou du fait de quitter la pièce à ce moment-là, d'aller valider qu'est-ce que ça fait à l'autre. Est-ce que pour elle ou pour lui, c'est un manque de respect? Est-ce que c'est dégradant? Est-ce que juste aller voir l'impact que ça a. Est-ce que ça contribue à créer plus de légèreté entre vous deux? Est-ce que ça contribue à vous rapprocher ou à faire en sorte qu'on a le goût d'être ensemble? Ou au contraire, cet humour-là ou certaines jokes sur certains thèmes, hein, peuvent avoir l'effet contraire, en fait, alourdir, éloigner l'autre. Donc, je vous invite à être conscient de ça. Peut-être valider avec votre amoureux, votre amoureuse, voir. Puis peut-être que vous avez un humour super compatible. Là. Puis que il y a même des couples qui vont me dire que c'est une de leurs forces. Ils aiment rire. Ils ont le même genre d'humour. Donc, c'est facile. Ça amène plein de belles choses dans leur relation. Ça amène à dédramatiser plein de choses. Ça amène à alléger des journées qui auront été plus ardues. Donc, vraiment une belle grande force pour certains. Mais pour d'autres, ça peut être insidieux. Le fait d'avoir un humour très différent ou de donner un sens très différent à cet humour-là. Hein, pour une personne, ça peut être très léger. Pour une autre, ce genre d'humour-là, pas du tout léger. Donc, et quand on est en relation avec quelqu'un, c'est important de se soucier de l'impact autant de nos paroles, de nos comportements, de nos choix, de notre humour sur l'autre. Qu'est-ce que ça fait? Au-delà que nous, on trouve ça drôle. Quel impact que ça a? De se soucier de ça, d'aller valider ça et de voir quelle information on va soutirer de ça qui va nous permettre de peut-être nous ajuster. D'apporter certaines modifications, d'être plus vigilant à certaines blagues ou à certains commentaires humoristiques qu'on pourrait poser. Donc, avoir toute cette bienveillance-là envers l'autre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut automatiquement avoir le même type d'humour? Non. Mais moi, je l'ai déjà dit à certaines personnes dans mon bureau, puisqu'on se rendait compte, en explorant cette thématique-là, que ça n'apportait rien à la relation de positif, l'humour d'une des deux personnes. Bien, est-ce que c'était davantage possible d'utiliser cet humour-là dans un autre contexte qu'amoureux, avec les amis, au travail, si ça passe bien? Donc, c'est pas de se réprimer ou de dire « Oh, je peux plus », mais d'être plus conscient des impacts que ça peut avoir et de peut-être choisir les endroits où on utilise l'humour qui passe mieux, l'humour qui nous convient, qui nous ressemble plus à travers ça. Donc, c'était un peu ça. Définitivement, je refais le lien avec la péripétie de tantôt, où j'ai garoché un verre d'eau dans la face à mon père pendant qu'il faisait une sieste, ce qui était, ma foi, vraiment pas une bonne idée, en tout cas qui ne l'a pas du tout fait rire. De voir l'impact que ça a, que notre intention peut être formidable, faire rire, amener de la légèreté, de sortir d'un climat de tension. Parfait. Super belle intention. Maintenant, ramenons-nous à la réalité. Est-ce que c'est vraiment ça que ça crée dans la relation? Est-ce que c'est vraiment ça le résultat? Sinon, ben, il faudrait peut-être avoir une petite discussion à ce sujet-là.
Bref, c'est une proposition. Vous en ferez ce que vous voudrez. Bonjour Lynn, bien heureuse que tu sois à l'écoute. Je voulais aussi, aujourd'hui, si vous avez des commentaires sur ma péripétie ou des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de répondre. Ou par rapport à l'humour dans votre relation, est-ce que c'est une force? Est-ce que vous avez un humour très compatible? Ou si vous avez appris à faire des ajustements à ce niveau-là dans votre relation amoureuse. Salut Nathalie! Bien heureuse que tu sois là aussi ce midi avec nous, avec moi et avec tous les autres. Je voulais aujourd'hui aussi aborder le sujet de la confiance en soi, que j'entends souvent dans mes rencontres avec les gens où j'entends: «Oui, mais je manque de confiance en moi». OK. Et où j'avais envie d'amener une réflexion, c'est sur plusieurs aspects, en fait. Avez-vous déjà remarqué que la confiance en soi, c'est quelque chose qui fluctue beaucoup d'une journée à l'autre ou d'une semaine à l'autre? C'est vraiment en mouvement continuellement. Donc, c'est difficile de dire: «Je construis ma confiance en moi». C'est comme volatile. Il y a des journées où on est en pleine possession de nos moyens, l'impression qu'on pourrait soulever des montagnes, qu'il n'y a rien qui peut nous arrêter. Puis 2 jours plus tard, sans qu'il y ait un contexte particulier, oh! C'est complètement différent. Notre attitude est différente, notre ressenti est différent et oui, j'ai envie de vous amener, plus loin par rapport à ça, c'est à quel point la confiance en soi, c'est une perception. C'est pas nécessairement la réalité. Et donc cette perception-là, elle va changer, elle va fluctuer d'un moment à l'autre, qui est très différent de l'estime de soi. Ça, je pourrais vous en reparler à un autre moment. Et donc la confiance en soi, vu qu'elle fluctue, si on attend de passer à l'action, si on attend d'avoir pleinement confiance avant de passer à l'action, nos, possibilités vont être, grandement réduites. Parce qu'on va attendre les journées où justement on va se sentir gonflé à bloc et tout ça et ces moments-là peuvent être plus ou moins fréquentes dans notre semaine ou dans notre mois. Ils peuvent être influencés par un paquet d'autres choses qui nous arrivent dans la vie aussi. Donc, ça fait en sorte qu'on passe beaucoup moins à l'action si on attend d'être en confiance. Et quand je pensais au thème de la confiance, parce que c'est un sujet que j'ai abordé hier avec une cliente, après ma rencontre, je me suis dit: «On a un point commun, les humains. On a tous été un enfant à une époque de notre vie, hein?» Je veux dire, on a tous passé par là. Et si on prenait pleinement conscience de tout ce qu'on a appris, qu'on ne savait pas du tout comment faire au départ, qu'on n'avait pas le mode d'emploi, qu'on n'avait pas rien pour nous amener à faire ces actions-là, ces apprentissages-là. Je pense à apprendre à marcher. Je pense pas que quand on était enfant, on s'est levé un matin en disant: «Mmh, aujourd'hui, je vais être capable». Hein? C'est comme, il y avait une envie d'aller: «Ah OK, hem, si j'essaie de marcher, peut-être que je vais être capable de me rendre là plus vite ou je vais aller chercher mon jouet là toute seule» ou fait qu'il peut y avoir des motivations, un but, quelque chose qui nous incitait à faire un effort, persévérer, puis là on tombe, puis là on recommence, puis là, il y a beaucoup de persévérance dans cet apprentissage-là. Mais au départ, on ne sait pas comment marcher. Il faut l'apprendre. Est-ce qu'on attend d'être confiant avant d'apprendre à marcher? Non. C'est à force de faire des tentatives, puis là, d'arriver à se tenir debout. Oh yes! Puis après ça, une prochaine étape de faire 2, 3 pas avant de tomber. Cette confiance-là, elle vient en même temps que l'action se passe.
que les tentatives sont faites. Et là, la confiance s'installe. Même chose pour apprendre à tenir un crayon, tenir un ustensile. Il y a plein d'exemples qui me venaient en tête hier de toutes les fois enfant où on l'a fait. On n'a pas attendu d'être confiant pour le faire, on l'a fait parce qu'on nous encourageait peut-être à le faire aussi. C'est sûr qu'il y a des gens qui nous ont donné des trucs, qui ont essayé de nous montrer des façons de faire, mais au-delà de ça, on faisait des affaires qu'on n'avait jamais faites, puis on l'essayait. Puis on était beaucoup moins habités à ce moment-là par la peur de se tromper quand on était tout petit. On n'avait pas cette préoccupation-là, ou beaucoup moins. Je me rappellerai toujours, il y a plusieurs années de ça, j'avais une coloc et j'avais un mini coloc. Il était tout petit. Il avait 1 an et demi. Ouais, il avait 1 an et demi, je pense, au départ, quand on a commencé à vivre tout le monde sous le même toit. Et hier, quand je pensais à la confiance en soi et à l'étape d'enfant qu'on a toutes traversée, puis tout ce qu'on a appris sans avoir confiance, ça m'a popé, ça aussi. Je me rappelle cette maman-là, cette amie-là, qui regarde son fils tenter de faire quelque chose. Il voulait prendre quelque chose dans notre bibliothèque. Je ne sais plus si c'était un jouet ou un livre. Puis il ne le tente pas. Il se retourne vers sa mère. Je pense qu'il y a 2 ans à ce moment-là. Il se retourne vers sa mère puis il dit « Moi, pas capable. Moi, pas capable. » Et sa mère qui lui répond « Et si tu essayais? Essaye encore. » Puis que là, il est hésitant, puis là, il regarde sa mère, puis là, il me regarde moi, puis tout ça. Et là, il l'essaye. Puis là, il ne réussit pas. Puis là, sa mère le regarde, essaye encore. Et de voir pendant de longues minutes comment elle l'encourage, qu'elle lui fait confiance, qu'il va trouver une façon. Puis après quelques minutes, il a réussi. Et là, la fierté. Ouh! Moi capable, moi capable. Oui, exact. Et ça aussi, je trouvais que c'était un bel exemple de comment la confiance se bâtit ou se solidifie davantage. C'est en passant à l'action qu'on devient confiant et non pas la confiance qui permet de passer à l'action. Et plus je vais m'exercer à quelque chose, comme faire du vélo, ce qui est un très mauvais exemple pour moi si vous avez suivi mes autres péripéties, parce que si vous l'avez fait, vous savez que moi et le vélo, nous n'avons pas une très bonne relation. Mais c'est vraiment pas grave. Mais apprendre à faire du vélo, je veux dire, à un moment donné, ça devient, c'est comme conduire une voiture, ça devient facile à force de s'exercer, à force de le faire. À un moment donné, la confiance s'installe, puis c'est plus quelque chose. Mais pourquoi? Parce qu'on l'a répété, cette expérience-là. On l'a repassé à l'action. Même si au début, on avait de l'inconfort, même si au début, on avait de l'insécurité, même si au début, on ne savait pas tout comment faire, on s'est donné le droit d'essayer. On s'est donné le droit de se tromper. Et si c'est ça qu'on devait retrouver, cette attitude-là qu'on avait enfant, où on faisait les choses sans se demander si on va être capable ou pas, sans attendre d'avoir confiance. Puis c'est normal d'avoir confiance davantage dans certains domaines puis moins dans d'autres. Parce qu'on peut avoir des habiletés plus grandes dans certaines choses puis moins dans d'autres choses. Il s'agit de se connaître par rapport à ça. Le but n'étant pas d'avoir confiance dans tout. Et ce que j'expliquais aussi
hier dans ma rencontre, c'est: «Et si le "oui, mais j'ai pas confiance en moi" était la justification ou l'illusion que je me donnais pour rester dans le statu quo? Et si ça avait rien à voir avec la confiance en soi? Et si ça avait beaucoup plus à voir avec les peurs? Peur de me tromper, peur de pas y arriver, peur de me tromper, peur de faire le mauvais choix. Et je trouve que ça donne toute une nouvelle perspective. Parce que du moment où on comprend que, ah, c'est peut-être pas le manque de confiance, mais bien plus les peurs qui se cachent derrière, qui fait en sorte qu'on passe peu à l'action ou qu'on se bloque à passer à l'action. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces peurs-là? Quand on en devient plus conscient que c'est des peurs qui se cachent derrière ça, ça nous ouvre des nouvelles possibilités. C'est comme, OK, allô la peur, je viens de capter que tu es là. OK, cool. C'est la peur de quoi? Si j'y fais face à cette peur-là, qu'est-ce qu'elle me raconte? Ouais, tu inconfortable à ressentir. Bien d'accord. Mais qu'est-ce qu'elle te raconte? Probablement inconsciemment, là, mais justement, si tu lui donnais de l'espace à cette peur-là, hein, faisons une jasette avec cette peur-là. Peur de me tromper. OK, qu'est-ce que tu as à me dire, peur de me tromper? Ouais, mais là, d'un coup que tu fasses rire de toi, d'un coup que tu regrettes ton choix. Hein, souvent, là, à travers une peur, il y a plein d'autres peurs qui se greffent. Et c'est ça, selon moi, qui est le point de mire. C'est là que vous avez une prise. Parce que tant que vous restez au niveau de la confiance, dire: «Ben, j'attends d'être confiante avant de passer à l'action», mais là, c'est comme une boucle sans fin, là. C'est comme quelque chose dans laquelle vous sortez jamais. Mais si vous êtes capable de voir: «Ah, c'est davantage au niveau des peurs que l'enjeu se trouve. C'est ça qui me maintient dans le statu quo. Ah, OK, soyons curieux, curieuses. C'est quoi ces peurs-là?» Puis au-delà de dire: «J'ai la peur de me tromper», OK, comme je te dis, pique une jasette avec cette peur-là. Qu'est-ce que tu veux dire, peur de me tromper? Qu'est-ce concrètement pour toi, c'est quoi ça? Tu peux écrire tu peux écrire là-dessus. Peur de me tromper. De quoi ai-je vraiment peur? Ou de quoi ma peur a vraiment peur? Puis d'écrire là-dessus spontanément, voir qu'est-ce qui va ressortir. Et c'est là que vous allez avoir les précieuses informations. Vous allez exactement savoir où sont les nœuds à dénouer. Parce qu'une peur, dans le fond, comment on gère ça? Ah, moi, je suis présentement dans différents groupes d'entrepreneurs et tout ça. Des gens qui, en apparence, ont l'air d'avoir peur de rien et toujours en confiance. Mais moi, quand j'entends ce qui se passe dans les coulisses et tout ça, c'est pas vrai que ces gens-là sont toujours en pleine confiance. Loin de là. Ils ont appris, par contre, à passer à l'action souvent. Et ça les a amenés à se rendre compte que, oui, des fois, ça donnait pas le résultat escompté, mais ils apprenaient quelque chose qui allait leur servir pour la suite. Donc, ils ont changé leur façon de capter, de percevoir le fait de se tromper. Ils l'ont expérimenté, que le fait de se tromper, c'est rarement catastrophique comme notre peur veut nous le faire croire. Fait que ces gens-là continuent à passer à l'action avec la peur au ventre, avec l'incertitude du résultat à venir, en souhaitant qu'ils atteignent leur objectif.
mais en n'ayant pas la garantie que ça arrivera de la façon dont ils ont prévu ou dans le délai prévu. C'est ça. Il y a des inconnus là-dedans et ils ont appris à la tolérer ces inconnus-là. Quand un enfant a peur, qu'est-ce qu'on fait? Tantôt, je vous demandais qu'est-ce qu'on fait avec des peurs. Quand un enfant a peur, qu'est-ce qu'on fait? Naturellement, on va le réconforter, on va le sécuriser, on va y amener sa doudou, on va y amener tout plein de réconfort. Nos peurs, c'est la même chose. Comment on peut sécuriser nos peurs? Pas répondre à notre peur, ça va bien aller. Ça, c'est-tu vraiment réconfortant, sécurisant? Pense pas. Mais si on va plus en détail sur de quoi on a vraiment peur, on va sécuriser. Je ne sais pas pourquoi l'exemple de ça me vient, mais accueillons ça. Mettons que l'enfant il a peur qu'il y ait un monstre en dessous de son lit. Le sécuriser, ça peut être de le prendre par la main, puis d'ouvrir la lumière, puis de regarder en dessous du lit, puis voir qu'il n'y en a pas. On le ramène dans la réalité. Se ramener nous dans la réalité. Parce que nos peurs, c'est souvent des scénarios qu'on se fait, c'est souvent des illusions. C'est pas la réalité, donc se ramener dans la réalité. C'est quoi le pire qui peut arriver? Quoi le pire qui peut arriver? C'est vraiment si pire que ça. Ça, c'est une façon de se ramener dans la réalité. Et si je reviens sur une des peurs les plus fréquentes, la peur de se tromper ou la peur d'échouer, c'est souvent qu'on perçoit un choix ou une décision comme une finalité. Alors que la vie, c'est une succession de choix. Donc, si tu ne fais pas le bon choix là, parce que là, tu l'as expérimenté, tu ne fais pas le prévoir nécessairement à l'avance, tu croyais sincèrement que c'était le meilleur choix à faire à ce moment-là, tu l'expérimentes, ça ne donne pas ça. Tu réajustes le tir. Ce n'est pas une finalité en soi. Tu as été vérifié que ce n'était pas ça. Super! Tu n'auras pas le regret. Tu ne feras pas comme ah, j'aurais donc dû. Non, tu l'auras tenté. Et tu auras sûrement retiré quelque chose de ça. Meilleure connaissance de toi, assurément que ça va t'avoir apporté quelque chose. Donc, d'arrêter de voir ça comme une finalité, de voir qu'on peut réajuster le tir, qu'on aura ce choix-là. Ça enlève beaucoup de pression. C'est comme si la peur a fait comme ah, OK. Ça, c'est une façon de sécuriser une peur. Aussi. Donc voilà, confiance ou peur? Moi, je pense que c'est beaucoup plus les peurs qui sont en jeu. Et que plus on passe à l'action par rapport à des choses importantes pour nous, plus on s'exerce à le faire, en expérimentant aussi les fois où ça ne donne pas le résultat qu'on s'attendait, puis se rendre compte que finalement, ça n'a pas été si dramatique, puis on a peut-être même retenu quelque chose de pertinent là-dedans. Super, ça aura été utile quand même et pas si catastrophique finalement. Et dans passant à l'action, ben, ça peut prendre aussi la direction de ça donne des super résultats, puis même des fois au-delà de. Donc, dans les deux cas, est-ce qu'il y en a vraiment une des deux options ou une des deux voies qui était vraiment perdante? Vraiment? Je pense pas.
sais pas si ça fait sens pour vous autres. Hein, que derrière le manque de confiance, ce statu quo-là qui nous amène à rester dans notre zone habituelle, qui peut être très inconfortable. Moi, j'appelle plus ça une zone de confort, là. C'est une zone habituelle, c'est ce qu'on connaît. Qui peut être très inconfortable, qui peut être même très souffrante, mais qu'on n'en sort pas parce qu'on sait à quoi s'attendre. Et ça, c'est sécurisant. Alors que de sortir de cette zone-là, c'est de faire face aux peurs, c'est de rassurer ces peurs-là. Ça amène d'autres défis à traverser, à expérimenter. Alors voilà, j'espère que tout ceci aura une portée, que tout ceci aura pu contribuer à une réflexion, à une prise de conscience, à ce que peut-être vous posiez une action différente aujourd'hui ou demain, que vous ayez pu peut-être capter, percevoir les sujets que j'ai abordés aujourd'hui différemment. Donc, j'espère que ça a pu faire une belle différence pour la suite des choses, pour le reste de votre journée, pour le reste de votre semaine. Je vous dis un grand merci d'avoir été là, d'être au rendez-vous. Et je vous souhaite une magnifique fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour le 10e épisode des Péripéties du mardi. Bye bye!